Boris Johnson devrait annoncer sa démission de la tête du parti conservateur, d'après la BBC. Le Premier ministre britannique est au pied du mur. En 2 jours, une cinquantaine de membres de son gouvernement a démissionné, dont de nombreux ministres et secrétaires d'État. À peine nommé aux finances, Nadim Zahawi lui demande de partir pour le bien du parti et de son pays. La BBC affirme que Johnson resterait chef de l'exécutif jusqu'à l'automne, mais d'autres médias pensent qu'il pourrait annoncer son départ. Il s'exprimera à la mi-journée. Boris Johnson est rattrapé par plusieurs scandales, dont l'organisation de fêtes privées au 10 Downing Street en plein confinement. Les bombardements russes visent encore Kharkiv, la deuxième ville ukrainienne au nord-est du pays. Les Russes se concentrent sur le Donbass, où ils prétendent contrôler la quasi-totalité de la province de Louhansk depuis la chute de la ville de Lysychansk dimanche. Ils veulent à présent s'emparer de la province de Donetsk. Mercredi, les attaques ont touché une dizaine de civils, selon les Ukrainiens et les séparatistes pro-russes. Le ministère russe de la Défense revendique les frappes à Kharkiv et à Donetsk. D'après Moscou, 2 systèmes de roquettes fabriqués aux États-Unis ont été touchés par des missiles de haute précision. Côté ukrainien, les combattants essuient les tirs de l'artillerie depuis des mois maintenant. Ils ont à leur disposition du matériel vétuste, hérité de l'Union soviétique, et beaucoup ne sont pas des soldats de métier. Le premier combat était difficile, mais maintenant on est habitué. Ma maison est toute proche. Au début, c'était difficile de réaliser que la guerre se déroulait dans ma ville. Ils se préparent pour une nouvelle grande offensive russe. Le plus important, c'est de garder le moral et de ne pas nous sous-estimer. Tout va bien se passer. L'Ukraine va gagner. Le Premier ministre irlandais, Michel Martin, était en visite à Kiev. Il a discuté avec le président ukrainien des armes livrées par les Occidentaux. Selon Volodymyr Zelensky, l'artillerie fonctionne très puissamment. Elle est efficace pour contre-attaquer dans les zones occupées par les Russes. Il va falloir faire des compromis et Elisabeth Borne le sait. La première ministre française prononçait ce mercredi son discours de politique générale face aux députés. Une assemblée pas entièrement acquise à sa cause car le parti d'Emmanuel Macron ne dispose pas de la majorité absolue. À sa gauche, dans l'hémicycle, la NUP s'est fait entendre. Ce regroupement de partis de gauche autour de la France insoumise n'a pas caché son mécontentement lorsque la chef du gouvernement a évoqué par exemple le report de l'âge de départ à la retraite. Oui, nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps. Elisabeth Borne, huée à gauche, mais qui a tout de même présenté son programme pour les prochains mois. Des mesures concrètes contre l'inflation doivent être prises dès jeudi prochain et des réponses radicales vont être proposées pour lutter contre le changement climatique. Nous engagerons des transformations radicales dans notre manière de produire, de nous loger, de nous déplacer, de consommer. Mais je l'affirme, je ne crois pas un instant que cette révolution climatique passe par la décroissance. Dans la droite lignée d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne a annoncé que la transition énergétique passera par le nucléaire, ce qui impliquera une nationalisation d'EDF. Objectif également, assurer l'indépendance énergétique de la France dans le contexte de crise consécutive à la guerre en Ukraine. Du côté de l'opposition, les Républicains ont assuré apporter leur soutien à certains textes sans tomber dans la compromission. Le Rassemblement national de Marine Le Pen s'inscrit quant à lui dans une opposition franche, mais dit vouloir être entendu lorsque des amendements seront proposés sur certains textes. Les 2 formations ont déjà annoncé ne pas se joindre à la motion de défiance déposée par la NUP, qui ne devrait donc pas passer. Cette confirmation dans vos fonctions au lendemain des législatives ne relève... L'objectif d'éradiquer la faim dans le monde s'éloigne dangereusement selon 5 agences internationales qui dressent un sombre tableau pour 2021. Au cours de cette année, entre 700 et 830 millions de personnes ont été touchées par la faim, soit environ 9,8% de la population mondiale. C'est 150 millions de plus qu'en 2019.
Nous avons également constaté que l'extrême pauvreté et les inégalités avaient considérablement augmenté. Nous avons perdu l'équivalent d'une décennie en termes de réduction de l'extrême pauvreté, indique Maximo Torero de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Et bien sûr, tous les indicateurs de nutrition ne vont pas dans le bon sens. La situation est particulièrement alarmante en Asie, où le manque de nourriture a concerné 20% de la population en 2021. D'après les projections, d'ici 2030, environ 670 millions d'humains devraient toujours souffrir de la faim. L'ONG Oxfam précise que ce manque de nourriture n'est pas dû à un déficit global de production agricole, mais plutôt à un système alimentaire mondial profondément inégal et déséquilibré. La pandémie, les conflits armés et les catastrophes climatiques amplifient ce phénomène. Le Parlement européen appelle la Serbie à reconsidérer sa position à l'égard de la Russie. Dans un rapport adopté mercredi, les eurodéputés regrettent que Belgrade ne s'aligne pas sur les sanctions de l'Union à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ils appellent donc le gouvernement serbe à faire concorder ses positions avec celles des États membres. Je pense qu'il y a ici urgence, en particulier dans le cas de la Serbie, de faire des choix importants dans ce domaine, car c'est un pays qui a toujours regardé dans une direction différente en matière de politique étrangère. Mais je pense que maintenant, il est temps de choisir sa position et j'espère que la Serbie prendra une décision claire en direction de l'Europe. Belgrade négocie depuis 8 ans son adhésion à l'Union européenne, mais son attitude à l'égard de Moscou pourrait créer un nouvel obstacle dans ce dialogue. Le rapport souligne cependant d'autres difficultés. Le document regrette le manque de progrès, voire la dérive sur l'état de droit, la liberté des médias et la lutte contre la corruption. Le Parlement européen presse aussi la Serbie à normaliser ses relations avec le Kosovo, mais les eurodéputés veulent aussi envoyer un message à Pristina. Concernant les relations avec la Serbie, nous avons inclus la nécessité d'améliorer les relations, non seulement au niveau politique, mais nous avons aussi porté une attention particulière au niveau des citoyens. Soutenir les contacts entre les personnes, le multilinguisme et l'intégration économique des Serbes du Kosovo. La guerre en Ukraine donne un nouvel élan à la procédure d'élargissement de l'Union européenne. Pour les eurodéputés qui suivent les négociations, il est temps de réaliser les réformes afin de faire progresser la procédure d'adhésion. Plus de 2000 personnes sont descendues dans les rues de Sarajevo pour réclamer des mesures pour lutter contre l'inflation et la précarité croissante d'une partie de la population. Les députés bosniaques ont validé une augmentation de leur propre salaire mais n'ont pas encore abordé le dossier de la hausse des prix qui frappe de plein fouet l'alimentation et les carburants. Europol dit avoir démantelé l'organisation criminelle qui avait la main mise sur les passages de migrants entre la France et le Royaume-Uni. 39 suspects ont été interpellés. En l'espace de 18 mois, le réseau aurait fait traverser la Manche à 10 000 migrants à bord de petites embarcations pneumatiques. Chaque passage était facturé entre 2 500 et 3 500 euros. C'est dans cette maison londonienne où Sigmund Freud a vécu les dernières années de sa vie et qui est devenue depuis un musée que se déroule une exposition unique de son petit-fils Lucian Freud, l'un des artistes majeurs du XXe siècle. Marquant le 100e anniversaire de la naissance du peintre, les peintures et documents exposés explorent les relations au sein de sa célèbre famille. Lucian Freud le disait lui-même, tout mon travail est autobiographique car il s'agit de personnes que je connais et de lieux qui me sont familiers. Et c'est vrai, de toute évidence, les personnes avec lesquelles il était étroitement lié font partie intégrante de son œuvre, notamment sa mère, mais aussi beaucoup de ses enfants. Le plus grand tableau de l'exposition, qui devait être à l'origine un portrait de sa fille, Rose, la représente autour de sa famille qui s'agrandit avec son mari, sa petite fille et son beau-fils Alex, qui porte un t-shirt de Jimi Hendrix. Nous voulions vraiment faire comprendre que toutes les familles sont compliquées. C'est un sujet que Sigmund, le grand-père de Lucian, a étudié de manière très radicale et révolutionnaire. Et ses idées sur la dynamique familiale sont encore celles qui résonnent avec nous aujourd'hui.
Au rez-de-chaussée se trouve le bureau de Sigmund Freud. Au-dessus du canapé où il recevait ses patients se trouve une peinture de la mère de Lucian Freud, Lucie. Une affaire de famille, décidément.